Et nous, on a la chance de l'avoir en chair en os. Accompagné de Monsieur Chérif pour la société Azola, je pense que vous allez pouvoir interagir, notamment, il y a des, pas des connivences, mais il y a des connexions fortes entre ce qui va être présenté de part et d'autre. Donc c'est important aussi qu'ils puissent réagir aussi. Donc merci à vous, en tout cas, de vous prêter au jeu de cette petite, pas conférence, mais intervention rapide, ici à Métagridé. Je vous laisse la parole. Alors, micro, pupitre, je vous laisse voir, et la lumière fut comme vous voulez. À tout de suite. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là et je voulais commencer par remercier la Chambre d'agriculture et vous aussi d'être présents aujourd'hui. Merci pour cette organisation et vous allez voir, on va vous présenter avec à midi un aspect qu'on oublie souvent, c'est l'utilisation du gaz après la production du gaz dans les méthaniseurs. Et moi je vais commencer par vous parler de bio-GNV. Alors le bio-GNV, c'est quoi? C'est ce fameux GNV, c'est ce fameux biogaz qui sort de la méthanisation qu'on va utiliser pour la mobilité. Alors, c'est pas moi qui parle, mais notre ministre qui a dit l'électrification et l'hydrogène sont des tendances actuelles, mais la réalité aujourd'hui dans le TRM, c'est le transport routier de marchandises, passe par le GNV et le bio-GNV. Oui, je ne suis pas ministre, je ne pense pas que j'y sois un jour, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup des énergies d'avenir, mais il y a une solution aujourd'hui qui est efficace, utile et éprouvée, c'est le GNV et le bio-GNV. Alors, c'est quoi exactement? Quand on parle de GNV, souvent les gens disent « Ah ben c'est comme le GPL ». Non, c'est pas tout à fait comme le GPL. Le GPL, c'est un produit, un mix de butane-propane. C'est issu d'une énergie fossile, issu de sous-produits pétroliers. Là, quand on parle de GNV, il y a deux familles dans le GNV. Il y a le GNC et le GNL. Avec à midi, on parlera tout à l'heure un peu plus de GNL. Et le biométhane qui sort du méthaniseur, on le comprime, on l'injecte dans les réseaux, et à ce moment-là, il fait du GNC, c'est du gaz naturel comprimé, compressé. Quand on va le mettre dans les véhicules, on va le comprimer jusqu'à 200 bars. Il existe une autre possibilité de circuler avec du gaz, c'est le GNL, c'est du gaz naturel, mais cette fois-ci liquéfié. Et pour liquéfier du gaz, Amélie nous l'expliquera, il faut descendre à moins 160 degrés. Alors, quand on roule, que ce soit des tracteurs, des camions, des autobus, des autocars, quand on les roule au GNV, il y a deux moyens. Il y a ce fameux GNC, dans ce cas-là, on va prendre du gaz dans le réseau. Il est généralement autour de 4 bars, 16 bars parfois. On va le comprimer et on va le mettre dans un réservoir à 200 bars. Donc il est sous forme gazeuse. Il y a une autre solution, c'est de le faire livrer en liquide, moins 160 degrés, et le transférer dans les réservoirs en liquide. Ça, c'est la chaîne d'approvisionnement du GNL. Le GNC peut être transformé en GNL, on le verra tout à l'heure, et le GNL peut être transformé en GNC. En décomprimant, en réchauffant le gaz, on peut faire à partir du GNL, du GNC. C'est pour ça que les stations qui proposent du GNL, généralement, proposent systématiquement du GNC. Alors, pourquoi rouler? Pourquoi utiliser la mobilité au gaz? Eh bien, c'est une chance de pouvoir rouler au gaz, parce que c'est un carburant qui présente de multiples avantages. Le premier, qui est le plus important, c'est qu'il réduit, ou plutôt qu'il améliore la qualité de l'air. Il l'améliore sur deux aspects essentiels, voire trois. Les particules fines, les NOx qu'on diminue, et les CO2. Notamment le CO2, c'est le deuxième, c'est l'autre quart qui est en vert. Quand on est en bio-GNV, donc issu de la méthanisation, on réduit de 80% les émissions de CO2 par rapport à du diesel. C'est juste énorme. Autre avantage, souvent, qui passe inaperçu, mais pas pour les chauffeurs de poids lourds, c'est le bruit. Un tracteur routier, un 38 tonnes qui roule
au GNV, il émet 2 fois moins de bruit. Et quand on passe 8 heures, 10 heures par jour dans un véhicule qui émet du bruit, on est content quand ça en émet moins. Et je peux vous dire que ça améliore le confort au quotidien de tous les transports routiers. C'est la même chose pour les bus, pour les cars. Et c'est aussi une solution qui est économique. Tout à l'heure, on nous a dit, est-ce qu'on va parler prix ? Je vous propose d'en parler. Peut-être pas tout de suite, mais on en reparlera après, ou peut-être au cours des questions. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe. On est suffisamment en cercle restreint pour pouvoir répondre au fur et à mesure. Alors ça a des avantages, surtout des opportunités de rouler au bio-GNV. La première opportunité, c'est que ça permet de circuler avec une vignette critère 1. La vignette critère 1, quand on est à Arras, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. On peut rouler avec une critère 2, voire 3, ça ne gêne pas beaucoup. En revanche, si vous allez à Paris, en 2024, au-delà de 2024, vous ne pourrez plus rouler avec des véhicules au-delà de la vignette 1. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez vouloir rentrer dans l'agglomération de la petite couronne de Paris, avec un bus, un car ou bien un camion, voire avec une voiture, eh ben, elle ne pourra plus être au diesel. Ça sera fini, plus de diesel à Paris. Et donc le GNV, le bio-GNV, c'est une alternative, c'est une possibilité qui nous est offerte de pouvoir continuer à rouler dans ces ZFE, ces zones à faible émission. Et sachez que dans les Hauts-de-France, on en aura 4 à horizon 2025. Donc c'est aussi, en choisissant de rouler au bio-GNV, c'est aussi choisir une solution d'avenir, une solution qui nous permettra de rentrer dans les villes. Vous le savez, la production de biométhane, elle augmente tous les jours. Il y a 375 sites qui injectent aujourd'hui. C'est une ressource qui augmente. Elle est largement suffisante pour couvrir les besoins de ce qu'on va voir la PPE, de ce qu'a prévu l'État en progression des véhicules au gaz. Le nombre de stations au GNV augmente tous les jours. Tous les 15 jours, il y a une station qui ouvre. On est à 275 stations aujourd'hui. On pense en ouvrir encore une trentaine l'année prochaine. Et ainsi de suite, donc 10% de plus tous les ans. Et puis, pour ceux qui investissent dans du gaz, dans des véhicules au gaz, il faut savoir qu'ils ont le droit à un suramortissement. Un suramortissement qui fait toujours plaisir, 120%, 160% ou 140% en fonction du poids des véhicules. Et ça, c'est excessivement important quand on est transporteur routier parce que ça permet de faire des économies ou en tout cas de maximiser ou d'optimiser son bilan à la fin d'année. Alors comment ça marche une station GNV ? D'apparence, c'est exactement la même chose qu'une station essence ou diesel. Vous avez un pistolet, qui a la forme parfois exactement du même qu'un pistolet gasoil, sauf que derrière, comme on doit comprimer et injecter un gaz à 200 bars, on a une station de compression. C'est ce qu'on voit là dans le schéma à côté du camion, à droite du camion, avec des bonbonnes blanches, et au milieu, la station de distribution, et en vert, vous avez la station de compression. Alors pourquoi on a aussi des bonbonnes ? C'est qu'on peut comprimer au fil du gaz, mais on peut aussi comprimer, se faire des réserves pour aller encore plus vite, pour faire le plein. Parce que faire le plein, c'est un critère de productivité, c'est-à-dire qu'il faut aller vite pour gagner du temps, et donc on peut avoir une station avec des réserves pour optimiser justement ce temps de passage des camions. Il faut savoir qu'un camion, il met quasiment le même temps quand il veut faire le plein en gasoil que sur une station comme celle-là qui comporterait des réserves ou qui serait dimensionnée pour ça. Alors, en général, on ne connaît pas beaucoup de véhicules qui roulent au gaz, et pourtant il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et surtout le parc, il augmente tous les ans. Il augmente de 14% tous les ans. Vous voyez, il y a plusieurs, les véhicules utilitaires en gris tout en bas. Le parc, il augmente pas spécialement beaucoup dans les véhicules utilitaires, mais beaucoup plus dans les poids lourds, dans les autobus et les autocars. Autocars, c'est un peu plus récent, mais on a une croissance forte. Et chose intéressante, vous voyez sur cette slide, on voit qu'il y a des segments de marché. On va parler de segments de marché. Quand on a des autobus, on a 46% des autobus qui sont vendus aujourd'hui qui roulent au gaz. Alors c'est vraiment une énergie qui a pris sa place dans ce créneau-là. Pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi il y a autant de bus qui roulent au gaz ? Déjà parce que c'est écologique,
Oui, parce que généralement, les villes cherchent à réduire les émissions au sein de la ville. Vous avez vu, réduction des NOx, réduction des particules fines, réduction du CO2, réduction du bruit. C'est vraiment des solutions qui sont parfaitement adaptées à la problématique de la ville. Les autocars, il y a encore un an, on était à peu près à la moitié en part de marché, c'est-à-dire il y avait plutôt 5% des autocars qui étaient au GNV. On est passé à presque 12% l'année dernière. Vous voyez, c'est énorme. Et les poids lourds, bien 5%. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais quand on voit le nombre de poids lourds qui sont vendus tous les ans, c'est déjà énorme. Véhicules utilitaires, il n'y en a pas beaucoup. Ça aurait mérité plus, mais il n'y a pas beaucoup d'offres. Les constructeurs n'ont pas vraiment opté massivement sur le GNV. Ils sont plutôt optés sur de l'électrique. Et c'est pour ça qu'on a une faible percée sur les véhicules utilitaires. Est-ce que certains connaissent la programmation pluriannuelle de l'énergie? Est-ce que ça parle à certains? Un petit peu? Ah, c'est bien. En fin de compte, c'est quoi la PPE? C'est l'État qui fait des projections. Et quand l'État fait des projections, il essaie de prendre l'avis de la profession et il se place sur les années à venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il a fait en 2018? Eh bien, il a fait cette projection des véhicules au gaz. Et là, quand vous regardez cette courbe, vous voyez que la projection, elle est en augmentation constante. Elle est même en prise de vitesse. On s'attend à ce que la part de marché en 2030, elle soit de l'ordre de 20% sur les véhicules lourds. Et donc, vous voyez que les parts de marché augmentent, et notamment sur la part verte. La part verte, c'est les poids lourds. Tout à l'heure, on a parlé des autobus et des autocars qui sont dans le bleu. Ils vont augmenter, mais proportionnellement, on a moins d'autobus et d'autocars en France que des poids lourds. Et donc, la grosse proportion, ce qu'on peut attendre comme augmentation des véhicules au gaz, ça sera plutôt sur des poids lourds à terme. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup les bus et autocars, mais ça sera sur les poids lourds à terme. Il faut aussi savoir que quand quelqu'un veut rouler au gaz, il peut soit rouler au GNV, au gaz naturel, issu d'énergie fossile, mais il peut aussi rouler en bio-GNV. C'est exactement la même chose. Tout à l'heure, à midi, il nous expliquera comment on fait pour transformer du gaz en gaz comprimé, mais aussi en gaz liquide. Et vous verrez qu'on peut proposer toute une palette de solutions à partir de ce gaz qui sort des méthaniseurs. Alors j'ai parlé camions, j'ai parlé autobus, j'ai parlé véhicules utilitaires, mais sachez que chez GRDF, on travaille aussi sur d'autres motorisations qui vont permettre de mettre en circulation d'autres véhicules. Le tracteur, vous connaissez les tracteurs? Le premier tracteur au gaz va être expérimenté là dans le Pas-de-Calais dans quelques mois. Il va arriver dans une ferme du côté du Montreuilois. Je ne vais pas faire de publicité. Une ferme qui a son méthaniseur, une ferme qui installe une pompe GNV et qui va pouvoir ainsi alimenter avec du gaz son tracteur. La boucle est ainsi bouclée. Alors c'est Newland qui fait ça, qui propose un tracteur qui peut se décliner en plusieurs versions en nombre de chevaux, mais c'est de l'ordre de 160 chevaux. Il y a 6 tracteurs comme ça qui vont être testés en France avant la commercialisation qui est attendue pour l'année prochaine. Mais on travaille aussi sur d'autres mobilités, les mobilités des TER ou des trains, parce que finalement, la motorisation, elle est très proche d'un moteur thermique et très facilement adaptable. Donc ça, c'est possible. Et puis, vous l'avez sans doute déjà entendu, les bateaux roulent déjà au gaz pour un certain nombre, notamment les bateaux de croisière, parce que c'est plus écologique, bien entendu. C'est plus respectueux de l'environnement. Et là, vous verrez, on parle plus souvent de GNL. Ça me donne l'occasion de terminer mon exposé, parce que c'était ma dernière slide. Ah ben non, c'était mon avant-dernière slide, excusez-moi. Cette slide-là, c'est juste pour résumer comment ça se passe. Quel est le cycle, finalement, de la production de méthane pour arriver de cette production qu'on voit à partir du numéro 1. On collecte d'abord des déchets. Ces déchets vont nous permettre, dans les méthaniseurs, de produire du biogaz, du biométhane. Ensuite, ce biométhane, on va l'injecter dans les réseaux. Une fois injecté dans les réseaux, eh bien, on va pouvoir le distribuer. On va le distribuer dans les stations GNV. Une fois comprimé, on va le mettre dans les tracteurs, dans les camions, dans les bus, dans les autobus,
dans les bennes à ordures ménagères. Et ainsi, la boucle est bouclée. On voit le cercle vertueux du gaz pour la mobilité. En tout cas, sachez que cette augmentation prouve qu'il y a vraiment une place, que ça répond à un besoin. Et j'espère que, comme moi, vous en êtes convaincus. Alors, on va passer après à une technologie de liquéfaction, mais peut-être que vous avez des questions sur cette mobilité au gaz. Alors, la première question est toujours la plus difficile. Des questions. Alors, certains... Alors sachez que vous avez aussi parmi vous et dans l'Assemblée des personnes qui vendent des stations. Je vois Véronique. Des stations, il y en a plusieurs sur le territoire, qui sont publiques ou privées. Toujours intéressant de savoir que vous pouvez avoir votre propre station, si vous êtes intéressé, dans la ferme, mais aussi quand vous êtes transporteur, quand vous êtes routier, près des entrepôts. Si vous êtes passé à côté tout à l'heure des bus d'Arras, vous avez pu voir qu'ils sont garés là à 1 km d'ici. Ils ont des perches. Ils se rechargent la nuit en charge lente pour éviter les hauts de pied, c'est-à-dire la perte de temps au remplissage. Voilà, c'est intéressant de se dire, et vous avez commencé par là, hein, c'est bien de produire des unités de méta et de faire du gaz. C'est aussi intéressant de savoir où ça part, ce gaz. Hein. Et il y a des exemples concrets, vous parlez du réseau Artis. Oui, voilà, ça existe. Hein, ce que vous nous présentez là, c'est du réel. Hein, complètement. Alors, monsieur, une question. Bonjour, Pascal Erfaux. Ça coûte combien? Alors, ça coûte combien? Le véhicule, la station? La station. La station. Eh bien, ça dépend de la station que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez... Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut... 4 pistes. Pardon, 4 pistes? 4 pistes. Ah, je regarde Véronique hein, pour pas dire de bêtises. Alors, 4 pistes, charge rapide. Charge rapide, VL et PL. Pardon? VL. VL, oui. Et PL, poids lourd. Voilà. En fin de compte, 4 pistes, une flotte de combien? Imaginons celle qui va se construire à Saint-Laurent-Blangy. Ah, j'ai pas entendu, pardon. Celle qui va se construire à Saint-Laurent-Blangy. Ah, celle de Saint-Laurent-Blangy. Bon, bah, c'est pas Véronique qui l'a construit, donc je vais pas pouvoir vous dire les chiffres exacts. Ouais. Mais ça va être de l'ordre de 1 million d'euros, 500 000 à 1 million d'euros. Alors après, Véronique, si tu veux ajouter des choses, Véronique représente la société Proviridis qui livre et fournit des stations, dont celle, je te fais de la publicité, hein, dont celle de Dourges, si vous avez déjà été. En fin de compte, les stations, c'est difficile de vous donner un prix exact. Pourquoi? Parce qu'une station, c'est le compresseur, mais c'est aussi des réserves, si vous avez des bouteilles. C'est les redondances qui sont aussi importantes. Est-ce qu'on met 1 compresseur, 2 compresseurs, 3 compresseurs? C'est aussi la fréquence à laquelle vous voulez remplir. Est-ce que c'est étalé sur toute la journée ou pas? Est-ce que c'est concentré sur 1 heure? Toutes ces questions sont des questions essentielles pour chiffrer, dimensionner une station. Mais il faut savoir que ça commence à 50 000 euros, on va dire, et pour 1 million, vous avez une station publique complète. Voilà. 1 million, 1,4 million, me précise Véronique. Là, on a des questions vraiment, là, pour le coup, précises. C'est bien, parce qu'on est dans la réalité, on est dans le concret. Je le disais, on a des exemples. On peut continuer avec la société Azola, par exemple. Ce chéri, vous allez pouvoir vous présenter, et puis on va regarder avec intérêt également vos diapositives. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être présent ici aujourd'hui. Je me joins à Luc pour également remercier la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France d'avoir organisé la 2e édition de Metagrid Day. Je m'appelle Amadi Cherif, je suis directeur technique d'une petite start-up de 4 personnes qui a développé une solution de stockage de biométhane sous forme liquide. À quoi s'adresse Azola? À quel problème principalement s'adresse Azola? On s'adresse à un problème
de congestion dans le réseau. Qu'est-ce que c'est la congestion dans le réseau? C'est qu'aujourd'hui, les unités de méthanisation qui produisent du biométhane et qui injectent dans le réseau GRDF se retrouvent face à une problématique d'injection. C'est-à-dire, principalement lors des périodes estivales, la consommation sur le réseau baisse énormément. Et donc, le producteur de biométhane derrière n'arrive pas à injecter la totalité de sa production. Et donc, la solution face à cette problématique-là, c'est que le producteur est amené à torcher ce gaz, puisque c'est un procédé biologique et on ne peut pas l'arrêter instantanément. Donc, ce que le producteur fait, c'est qu'il peut torcher, ça dépend du projet, mais il peut torcher jusqu'à 10% de sa production annuelle, et ça représente une perte conséquente pour le producteur de biométhane. Donc nous, on va apporter une solution qui s'implantera en sortie du poste d'épuration de biogaz, et donc qui va récupérer la production pour la liquéfier et la stocker sous forme liquide. Donc on propose vraiment une solution de micro-liquéfaction pour stocker le biométhane de façon intermittente. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement le procédé de micro-liquéfaction utilisé par Azola. Donc, quand vous voyez, on récupère du biométhane. On a un premier module de polishing ou d'épuration, parce qu'en fait, le biométhane en injection, il peut également contenir jusqu'à 2-3% de CO2. Et donc, à très basse température, le CO2 peut cristalliser, donc se solidifier, et causer des problématiques à notre unité. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va séparer le CO2 complètement jusqu'à 50 ppm, et puis on va le liquéfier en utilisant de l'azote liquide. Donc on ne va pas créer du froid sur site, parce que ça demande un investissement très important, et surtout on va travailler sur des périodes discontinues. On va travailler principalement les week-ends de l'été. Et donc, on préfère apporter le froid directement sur site, donc via des camions citernes, le stocker dans une cuve cryogénique, et puis utiliser ce consommable-là pour liquéfier le biométhane. Donc, une fois liquéfié, on stocke ce biométhane dans des cuves de stockage. Donc, ça dépend. On peut aller jusqu'à un stockage de 60 000 normomètres cubes de biométhane en phase gazeuse. Et puis, donc, en semaine, ou lorsque le réseau est de nouveau disponible, on peut réinjecter, revaporiser notre GNL, bio-GNL, et le revaporiser dans le réseau de gaz. Et donc cela permet aux producteurs d'assurer une injection de la totalité de sa production. Donc voilà, c'est vraiment un procédé qui utilise de l'azote, donc c'est un cycle ouvert à l'azote liquide. Donc la liquéfaction permet de réduire le volume du gaz jusqu'à 600 fois. On n'utilise pas de machine tournante, donc il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas de pompe. Tout se fait par différence de pression, puisqu'en sortie de l'unité d'épuration, on est déjà entre 5 et 6 bars, donc ce qui nous permet de diriger le flux avec une différence de pression sans utiliser de machine tournante, et donc minimiser au maximum le capex lié à cette solution, et puis les opérations de maintenance. Donc je vais vous présenter un cas concret d'une unité Azola qui a été installée dans les Hauts-de-France, donc à Plainval. Donc c'est un cas typique en fait de congestion sur le réseau, et on voit sur les courbes, donc on a une production qui est constante à 150 normomètres cubes heure, et puis on voit la consommation sur la maille qui descend considérablement pendant les périodes estivales. Et donc tous ces volumes qui se retrouvent en dessous de la courbe rouge sont des volumes à liquéfier et à stocker, et puis réinjecter sur le réseau. Donc c'est un projet qui est installé dans l'Oise. L'unité a été mise en service en mai 2021, et donc on liquéfie annuellement entre 90 et 100 000 normomètres cubes de biométhane. Et donc voilà quelques photos concrètes à quoi ressemble l'unité de micro-liquéfaction. Donc on voit un petit skid à droite
avec une première partie avec les 4 colonnes d'adsorption. Donc pour le polishing, on utilise un système d'adsorption modulé en température. C'est un peu comme la séparation de l'H2S avec de l'adsorption, mais ça, on est sur une technologie, on va dire, plus... en fait, on va utiliser les colonnes, on va les régénérer pour pouvoir les réutiliser et pas rechanger les consommables une fois tous les ans. Donc on a un premier skid de liquéfaction et derrière, on a les plus gros équipements qui sont, eux, installés sur dalle. Donc on a 2 cuves, une pour le stockage du biométhane sous forme liquide, une deuxième cuve pour le stockage de l'azote liquide qu'on utilise pour liquéfier, et des évaporateurs pour pouvoir revaporiser le GNL, c'est-à-dire le transformer de sa phase liquide jusqu'à sa phase gazeuse, et puis pouvoir le réinjecter sur le réseau. Donc, pour conclure, Azola porte une solution de flexibilité au réseau, qui permet à la fois de maximiser on va dire, l'injection du biométhane dans les réseaux, et pourquoi pas aussi, pour rejoindre Luc, valoriser puisqu'on a en fait le biométhane liquide déjà stocké dans une cuve, donc on peut tout à fait le réinjecter sur le réseau, et on peut aussi le valoriser en tant que carburant vert, c'est-à-dire dans tout ce qui est transport, et voilà. Il y a plusieurs sortes de valorisation du biométhane, surtout lorsqu'il est dans une phase liquide. Donc voilà, la solution elle est flexible, elle est modulable, c'est un skid qui est facilement transportable et on peut l'installer en une quinzaine de jours. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous aviez des questions. Monsieur Chérif, merci beaucoup, c'était très clair. Donc ça permet de lisser, on va dire, de lisser sur l'année la réinjection de gaz dans le réseau pour éviter de torcher, comme vous avez dit, pour éviter de brûler du gaz. C'est-à-dire on produit du biogaz, bien entendu, il faut que ça serve. Et vous avez développé une technologie qui est très peu énergivore, si j'ai bien compris, puisqu'on n'utilise pas de machine tournante. On utilise un azote liquide déjà comprimé, donc on n'a pas besoin d'investir dans des compresseurs, etc. Tout à fait. Le CO2, on l'a vu tout à l'heure, ceux qui étaient là, ça se cristallise à moins 22 et à 18 bars ou quelque chose comme ça. Donc vous allez être confronté à ça. Donc vous l'épurez, vous nettoyez le biogaz pour récupérer vraiment que du CH4. À peu près. Nous, en fait, on récupère le biométhane à la pression du réseau, c'est-à-dire on va être situé à 5-6 bars, en sortie épuration, en amont du poste d'injection. Ouais. Il passe ensuite dans un réseau d'azote liquide. Tout à fait. Donc on passe par une première phase d'adsorption, donc ce sont 4 colonnes, donc on travaille sur une seule colonne qui absorbe, les autres sont en phase de régénération ou de refroidissement, donc elles sont toutes en travail, mais il y en a une seule qui est en ligne avec le train de liquéfaction. Donc ensuite on liquéfie et on stocke, et tout ça à l'aide de la pression du réseau. On pourrait imaginer que ça soit combiné à ce qui va se passer à Montreuil, vous parliez d'une station, c'est un peu ça, à Montreuil, entre l'unité de méthanisation et la station de GNL, de GNV, il y aura ça. Il pourrait y avoir ça. On pourrait imaginer ça. Je trouve qu'on pourrait même penser que le gros avantage de l'association des deux, c'est de pouvoir produire un bio-GNL qui n'existe aujourd'hui pas. Le GNL, il est produit à l'étranger. Généralement, il est transporté sous forme liquide depuis des pays qui sont producteurs de gaz, et vous en connaissez, ils font l'actualité en ce moment. Ils sont transportés comme ça par bateau, ils sont livrés dans les ports méthaniers, ils sont transportés sous forme liquide et ils sont acheminés sur les stations-service. On pourrait imaginer avec le système de liquéfaction, partir de la ferme et aller directement aux stations, donc sans passer par l'installation portuaire. Donc c'est effectivement une très bonne façon de compléter l'offre de GNV à partir de la ferme en bio-GNV. Voilà, ça c'est du concret, j'insiste, mais c'est voilà, la finalité des unités de méthanisation, c'est de produire du gaz, et le gaz, il faut que ça serve, ça rentre dans les réseaux, qu'on puisse l'utiliser toute l'année, j'ai envie de dire, à production constante. C'est un peu le but de la liquéfaction du biogaz. Maintenant, j'ai envie de dire, Azola, vous dites start-up, 4 personnes, sur le terrain. Donc il y a ce projet-là qui est dans la région. Il y en a d'autres
qui sont en cours? On a un deuxième projet qui va être installé en Vendée, à Chantonnay. Ouais. En Vendée? Ouais. Donc c'est une unité, pareil, c'est le même cas. Donc c'est une unité de méthanisation qui souffre de problèmes de congestion et qui n'arrive pas sur l'année à atteindre le Cmax, la capacité maximale d'injection. Et donc on va installer une unité pour pouvoir lisser, on va dire, la production sur l'année et on va dire pallier aux problématiques de congestion sur le réseau. Bon, c'est une solution vraiment très claire parce qu'on conçoit, c'est une question qu'ont tous les gens qui veulent se lancer dans la méta. Et l'été, qu'est-ce que je fais de mon gaz? Voilà, ça fait mal au cœur quand il faut le torcher, ou le brûler. Donc oui, il y a des solutions de stockage qui existent, la preuve. Voilà, n'hésitez pas s'il y a encore des questions. On a la chance d'avoir des intervenants de qualité, il faut en profiter. N'hésitez pas. Ou sinon, on peut vous retrouver sur vos stands, soit chez GRDF, soit chez Azola. Il n'y a pas de souci, prendre les contacts. Ouais, on est exposant, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Ça s'est bien passé la journée? Très bien. Ça a été très bien. Monsieur Luc, Très bien. Merci. Eh ben, c'est parfait. Merci à vous d'avoir assisté à cette petite présentation. On a choisi cette année des formats très courts parce qu'il y a plein de choses à voir. Il y a 75 exposants à aller visiter. Donc les formats sont volontairement courts, condensés. Il y a beaucoup d'infos qui sont données. Merci d'ailleurs de nous filer tous ces diaporamas parce qu'ils sont très très riches. Donc on les survole, c'est normal. Ne soyez pas frustrés. Les intervenants, ne soyez pas frustrés non plus. Vous pouvez chacun communiquer entre vous pour aller plus loin, c'est ça qui est important. Nous, on est là avec la Chambre d'agriculture juste pour... Voilà, il y a des beaux sujets, c'est important. On a commencé ce matin sur c'est quoi le biogaz et on termine à mon biogaz, j'en fais quoi je le jette pas, non, je peux le stocker. Voilà, on a essayé de faire une boucle pour expliquer... Voilà, à quoi ça sert la méthanisation et puis d'avoir des axes concrets sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà, la méthanisation, si je me lance là-dedans, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux le réinjecter, je peux le mettre dans des véhicules, je peux l'utiliser pour des collectivités. Il y a plein de projets tout autour de ça. C'est porteur, ça marche, ça fonctionne. On a beaucoup d'exemples concrets ici sur le salon, donc profitez-en encore aujourd'hui, prenez des contacts. Merci à vous d'avoir joué le jeu et à travers vous tous les autres intervenants qui sont passés aujourd'hui. Je vous laisse continuer votre visite puisque le